La quatrième session portant sur la contribution parlementaire à la réalisation des objectifs de la COP26 est lancée. Je donne la parole au premier orateur principal, président de la Commission de la transition écologique et du défi démographique du Congrès des députés espagnols, M. Antonio López de Uralde Garmendia. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer en espagnol. Tout d'abord, merci au Parlement italien et à l'Union interparlementaire internationale qui ont organisé cette réunion qui est très importante, à mon avis. La lutte contre le changement climatique doit être une lutte mondiale puisque nous faisons face à un phénomène dont l'origine et l'impact sont mondiaux. La science est certaine, l'action humaine a une influence sans équivoque sur le climat. C'est très clair. C'est pourquoi les efforts d'atténuation et de réduction des émissions qui entraînent le changement climatique doivent être donc partagés avec l'ensemble de la communauté internationale. Comme on l'a dit, chacun doit assumer ses responsabilités. Ceux qui sont les plus responsables d'un point de vue historique de la situation actuelle doivent assumer davantage leurs responsabilités. La COP donc se réunissent tous les ans et on a l'accord de Paris de 2015. La COP 26 de Glasgow constitue une réunion extrêmement importante parce qu'à cette occasion, tous les gouvernements doivent mettre à jour leurs engagements de réduction d'émissions. Il est essentiel que cette mise en œuvre soit ambitieuse pour éviter l'augmentation des températures mondiales au-dessus de 1,5 degré Celsius. C'est pour cela que les parlements nationaux jouent un rôle clé. Cela fait longtemps que l'on parle de pensée mondiale et d'agir local. La lutte climatique est un exemple pertinent de la mise en pratique de ce dicton. Sans engagement mondial, on ne peut pas lutter contre le changement climatique. Sans action locale, eh bien, les accords internationaux ne serviront à rien. Avant et après la COP26, l'action des parlements nationaux est indispensable. Tout d'abord pour exercer une pression et ensuite pour évaluer et mettre en œuvre les mesures qui garantissent que ces engagements soient réalisés dans nos pays. Je pense que l'implication des parlements nationaux dans le cadre de la lutte sur les changements climatiques est essentielle parce que j'ai l'impression que par le passé, les COP étaient une bulle qui était loin de la réalité des différents pays. Les pays ne suivaient pas, ne réalisaient pas les engagements pris à l'occasion de la COP, des COP. Voilà pourquoi on se trouve dans la situation actuelle avec une augmentation constante des émissions qui n'ont cessé d'augmenter à l'exception de l'année passée à cause de la Covid-19 et non pas d'une action structurelle et décidée contre le changement climatique. Cette situation doit changer. C'est pourquoi cette réunion est très importante. Et l'intérêt témoigné par différents parlements est le témoin de son importance. Je voudrais revenir sur les actions réalisées par le Parlement espagnol. Nous avons créé une commission mixte pour l'étude du changement climatique qui a travaillé tout au long de la législature avec la rédaction d'un rapport général qui synthétise et fait un lien entre la connaissance scientifique et l'action politique, technique, économique et sociale développée dans notre pays dans le cadre international. Nous avons intégré des conclusions et des recommandations adressées au gouvernement, mais également aux institutions et à la société espagnole qui furent négociées au sein du Congrès. Donc la conscience quant à la gravité du problème est réelle. En septembre 2019, le Congrès des députés a adopté la déclaration de l'urgence climatique qui invite le gouvernement à agir de façon urgente contre le changement climatique. Voilà, j'invite les autres parlements, s'ils n'en ont pas encore fait, à adopter un manifeste en faveur de la déclaration de l'urgence climatique. Je pense que nous devons reconnaître politiquement la réalité que nous indique la science, les jeunes dans les rues. Nous
nous trouvons dans une véritable situation de crise climatique. Nous avons approuvé la loi de changement climatique et transition énergétique. Cette loi établit le cadre transversal dans lequel se déploient les politiques nationales pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris de l'Union européenne. Je voudrais vous présenter des mesures qui sont liées à des questions dont on a débattu ici. Par exemple, notre loi de changement climatique met l'accent sur l'interdiction de l'extraction de combustibles fossiles de notre sol. Voilà, on a mis noir sur blanc dans une loi que ce que nous dit la communauté scientifique depuis longtemps, que les combustibles fossiles doivent rester dans le sous-sol, qu'on ne peut pas continuer à les extraire. De plus, nous avons des objectifs de réduction d'émissions ambitieux, 50% par rapport conforme aux objectifs de l'Union européenne. Nous avons un objectif de décarbonation et également un volet énergie renouvelable qui doivent représenter 100% de notre production électrique d'ici 2040. En ce qui concerne l'énergie totale, 42% d'énergie propre d'ici 2030. Nous allons mettre en place un réseau de bornes électriques dans nos autoroutes. Obligation pour les villes de plus de 50 000 habitants, de la création de zones à basse émission faible. Nous avons mis en place une assemblée citoyenne pour le changement climatique. Nous avons créé un comité scientifique pour le contrôle des politiques climatiques. Nous avons mis en place un élément qui est essentiel pour nous. Les politiques climatiques doivent reposer sur le principe de transition juste. Personne ne doit être laissé de côté. C'est pourquoi la transition juste doit orienter la transition énergétique. Pour nous, cette loi n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Cet effort doit se poursuivre suite à la COP26 pour relever le niveau d'ambition et atteindre notre objectif commun, c'est-à-dire éviter une augmentation des températures au-delà d'1,5 degré Celsius. Il est essentiel que l'action climatique soit prise en considération dans tous les parlements et qu'elle imprègne toutes les politiques de façon transversale. Il ne sert à rien d'avoir des engagements ambitieux sur le changement climatique si les lois que l'on adopte dans nos parlements ne prennent pas en considération cette lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi je vous invite à adopter donc des mesures comme celle-ci parce que, comme je l'ai dit, les conférences internationales, les accords internationaux sont essentiels, mais ce n'est pas suffisant si ensuite ça ne se transforme pas en une action concrète, directe de la part de nos parlements nationaux. Merci beaucoup de votre attention. Et maintenant, je donne la parole à la présidente de la Commission sur le changement climatique de l'Assemblée nationale du Pakistan, Madame Munassa Hassan. Honorable President of Italian Chamber of Deputies. Honorable Président de la Chambre des députés, Monsieur Roberto Fico, chers collègues parlementaires, je voudrais citer un expert, le docteur Mehboob Elhab. La vraie valeur d'une nation, c'est son peuple. Et le but du développement, c'est de créer un environnement porteur pour que les populations puissent bénéficier de vies créatives, longues et dans le bien-être. Cette vérité est trop souvent oubliée dans la poursuite de la richesse matérielle et financière. Le changement climatique affecte la vie humaine et le bien-être et diminue la qualité de l'air, transmet des maladies et crée des pénuries alimentaires et hydriques. Les mouvements de population en sont intensifiés de façon disproportionnée. Et nous pensons que notre système économique mondial va détruire la base de la vie même sur cette planète et qu'il sera trop tard pour y remédier. Chers collègues de l'Himalaya, au nord du Pakistan, au désert du sud-ouest, dans le Beloukistan, jusqu'au palais Tuvray, l'environnement et l'habitat de ce pays est très diversifié et il est très menacé. L'action humaine impose des risques de mousson, de la fonte des glaciers de l'Himalaya.
la baisse de la capacité des réservoirs d'eau et également des événements extrêmes comme des inondations soudaines. Cela a un impact en termes de pénurie hydrique, d'insécurité alimentaire à cause de la diminution de la production agricole et animale. Également, envahissement d'espèces adventices, perte de la biodiversité. Le Pakistan est parmi les 10 premiers pays les plus touchés par le changement climatique depuis 20 ans. Nous avons perdu 0,5% par unité de PIB. Nous avons souffert des pertes économiques de près de 4 milliards de dollars États-Unis. La mer Arabie a été la victime d'un réchauffement des eaux depuis 2 ans de manière considérable. Et certaines communautés côtières s'en trouvent très gravement touchées. Malheureusement, cela était dû à un temps, à une météorologie en pleine évolution et qui a fait de nombreuses victimes. Par exemple, dans l'Himalaya en mars 2020. Les dirigeants politiques ont dit qu'il était nécessaire de mettre en pratique ce vœu pour une meilleure politique climatique. Et cela s'est traduit par un programme mondial de conservation de l'environnement. Le Parlement du Pakistan est le premier législateur à faire sa transition verte en imposant l'énergie solaire. Nous avons encouragé un changement social et c'est un phénomène commun dans le pays. Nous avons eu nous avons un programme financier pour des initiatives de carbone bleu et de décarbonisation. Et nous sommes en train de puiser dans le potentiel de façon à ce que les communautés rurales puissent connaître une plus grande durabilité. Notre programme de développement a assuré des emplois pour des milliers de personnes dans tout le pays, reconnu mondialement. Cette intervention de notre gouvernement a été taxée de meilleures pratiques par le Premier ministre britannique, M. Boris Johnson, à l'Assemblée générale des Nations unies. Des vastes programmes de protection sociale pour les populations qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté ont été lancés en accordant la priorité au développement humain dans tous les secteurs de la société. Le Parlement du Pakistan est parfaitement conscient de ces engagements internationaux. Le Pakistan, même s'il est parmi les 10 premiers pays touchés par le changement climatique, est l'un des moindres producteurs d'émissions de carbone. Moins de 1% des émissions mondiales lui sont dues. Et c'est à nous de surveiller cette situation. La création de centres de connaissances pour éclairer les politiques avec engagement de la société civile, des experts scientifiques, et cela pour élaborer des politiques participatives. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place un dispositif d'échange d'opinions avec le milieu universitaire et des groupes de réflexion éclairés. Nous sommes engagés à rendre transparentes les données dans ce domaine. Nous devons veiller à ce que les gouvernements travaillent de manière transparente, puissent rendre des comptes devant toutes les parties prenantes,
devant les femmes dirigeantes, les jeunes, et il faut que tous collaborent, tous les segments de la société. Je suis persuadée que au sein du système parlementaire, nous avons une manière très efficace de sensibiliser, de toucher le public et que nous sommes nécessaires à tout gouvernement dans cette fonction. Il faut, de façon à mettre en œuvre des politiques clairvoyantes au niveau régional et mondial. Les pays développés devraient avoir une approche volontaire et proactive pour soutenir financièrement les efforts des pays en développement visant à préparer un avenir propre, résilient au climat. Et les pays les plus vulnérables doivent également remplir leurs engagements en matière climatique. N'oublions pas, en tant que parlementaires, que nous ne serons pas jugés sur la base de nos progrès durant notre époque, mais surtout sur la base de la planète que nous laisserons à nos enfants. Et en concluant, je vous rappelle que c'est maintenant qu'il faut agir. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Merci. Très bien. Nous passons maintenant au débat. Chaque intervenant a 2 minutes à sa disposition. Konstantin Kosachev, vice-président du Conseil de la Fédération russe, a la parole. Non lo vedo. Je ne le vois pas. Très bien, poursuivons. Ensuite, Fouzi Salim a demandé la parole, premier vice-président de la Chambre des représentants de Libye. À vous. شكرا سيد الرئيس سيداتي والسادة. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre sur le climat. Les scientifiques nous disent que nous nous dirigeons vers un monde dont la température augmentera de 4 degrés. L'impact touchera tout le monde. Les conséquences seront catastrophiques sur l'ensemble de la planète. C'est pourquoi la contribution des parlements dans la mise en œuvre des conclusions de la COP26 est essentielle. Les parlements doivent tout d'abord rendre répréhensible l'élimination des déchets nucléaires dans les pays pauvres pour éviter l'impact négatif actuel et à venir. C'est une responsabilité historique partagée par les parlements, les organisations internationales. C'est une question éthique, un devoir humain pour les générations futures. Je répète également le besoin de lancer un plan stratégique pour limiter les dégâts et pour davantage d'équité, pour limiter l'impact négatif des changements climatiques. D'autre part, il est essentiel d'avoir une contribution majeure de la part des pays industriels évolués pour réduire les émissions, pendant que les pays en voie de développement doivent pouvoir contribuer à améliorer leurs capacités tout en luttant contre l'augmentation de la température dans le cadre des politiques nationales. Et donc, réaliser, comme le demandait l'accord de Paris, adopter des lois qui vont dans ce sens pour limiter l'augmentation des températures. Grazie. Merci. Je donne maintenant la parole à Hortense Martins, représentant de l'Assemblée de République du Portugal. À vous. Chers collègues, c'est un honneur de pouvoir à nouveau m'adresser à vous. Nous ne sommes plus en carrefour. Nous avons appris que l'émission de
gaz à effet de serre provoqués par l'action humaine sont responsables pour 1,1 degré de réchauffement. En 2040, la croissance de la température moyenne mondiale devra atteindre ou dépasser 1,5 degré de réchauffement. La montée du niveau de la mer, les tempêtes tropicales mortelles, la fonte des glaciers, des incendies qui rongent. Nous avons tout écouté et appris cela auparavant. Nous savons que c'est comme ça que tout va arriver. Nous, parlementaires, nous sommes confrontés avec des missions les plus importantes de notre vie. Nous devons utiliser le pouvoir que nous sommes investis pour assurer et contrôler la mise en marche de l'accord de Paris. Nous avons des fonctions législatives et budgétaires que nous devons utiliser plus que jamais comme des outils pour assurer la mise en œuvre de l'accord que nous avons signé en 2015. Le Portugal a été l'un des premiers pays européens à le faire en 2016, lorsque l'accord a été ratifié. À Marrakech, Portugal a annoncé qu'il atteindrait son objectif de neutralité carbone jusqu'à 2050, le premier pays au monde à faire ces paris. L'approbation de la loi européenne sur le climat est la grande réussite de la présidence portugaise du Conseil de l'Europe et réaffirme l'engagement européen envers l'accord de Paris en prenant la position de leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. Il est impératif d'avoir et de répondre à une bonne gouvernance. Nous avons les outils et les connaissances. Il faut le faire. Merci. Obrigada. Grazie. Merci. Je donne maintenant la parole à Didier Moumenji Chikoudi, membre du Sénat de la République démocratique du Congo. À vous. Merci, honorable président Fico. Le Parlement de la République démocratique du Congo prend la parole pour lancer solennellement une alerte. Très chers collègues parlementaires, la désertification menace la République démocratique du Congo, le deuxième poumon vert de la planète. Au nord, en 20 ans, le désert du Sahara a progressé de 300 km vers les 145 500 km² de tourbières congolaises qui peuvent stocker plus de 30 milliards de tonnes de carbone, soit 3 ans des émissions mondiales liées aux pollutions des combustibles fossiles. Ainsi donc, sont en danger, par voie de conséquence, les 152 millions d'hectares des écosystèmes forestiers congolais, soit près de 10% des forêts tropicales du monde. Au sud, le désert de Kalahari progresse vers la source du fleuve Congo et menace la première puissance hydrique du continent africain qui représente 55% des ressources en eau douce de toute l'Afrique. Et d'ores et déjà, le sud de notre pays est victime d'évolutions sensiblement régressives des totaux pluviométriques. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a lancé l'initiative Plan national et Fonds de gestion des risques de désertification et de dégradation de terres en République démocratique du Congo. Nous relayons ici cette initiative écologique majeure en nous adressant spécialement aux pays membres du G20 qui sont responsables de 80% des émissions mondiales de CO2. Manifestez votre solidarité reditionnelle en soutenant cette initiative. Nous remercions d'avance tous les parlementaires du monde pour le soutien qu'ils vont apporter à ces plaidoyers d'utilité écologique mondiale. Je vous remercie. Grazie. Merci. Je donne maintenant la parole à Saoud Al-Rouali, membre du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite. Passiamo. Nous poursuivons. Je donne
la parole à Katia Regina de Abreu, présidente de la Commission Affaires étrangères et Défense du Sénat fédéral du Brésil. À vous. Passiamo avanti. Poursuivons. Je donne la parole à Père Johan Pons, président de la Commission Affaires économiques, sciences, technologies et environnement de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. En tant que président de la Commission de l'OSCE, de la FIR économique, sciences, technologies, environnement de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, malheureusement, il y a un sifflement. Donc, voilà, de très nombreux citoyens, des milliers de milliards de citoyens sont concernés. Et je voudrais faire quelques réflexions. Nous travaillons sur l'égalité. La question du changement climatique nous intéresse particulièrement. Tout d'abord, première réflexion, nous pensons que la sécurité mondiale n'aura lieu que s'il y a une sécurité climatique. Le climat et la paix vont main dans la main. Nous allons sans cela lutter pour des ressources rares, ce qui aura des conséquences sociales. Voilà. Comme ça a été dit, il faudra travailler sur les raisons qui font que nous en sommes là. Nous avons une responsabilité historique en tant que législateurs. La principale révolution que nous pouvons apporter, c'est de faire en sorte que les traités internationaux soient inscrits dans les bulletins officiels de chacun de nos pays. Appliquer ces changements. Troisième aspect sur lequel je tiens à m'arrêter. Nous avons le temps. Nous pouvons encore changer la situation. Voilà. Bien sûr, il y a des responsabilités communes mais différenciées. Et il faut parler de la question de la croissance. Il faut être très franc. De nombreux députés l'ont dit. Nous devons mobiliser des ressources. Voilà, c'est le grand défi que nous devons relever. Plus que jamais, afin que personne ne soit laissé de côté. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci. Je donne maintenant la parole à Seyed Mehdi Farshadan, membre du Parlement islamique d'Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence mondiale. Il faut garder à l'esprit que nous avons un cadre, le CNNUCC et l'accord de Paris ne seront réalisés que si les pays développés respectent leurs obligations dans le cadre de la Convention et de l'accord de Paris. À cet égard, les pays développés doivent adopter de véritables mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de fournir un appui prévisible, y compris le transfert de technologies. Je tiens à retirer le respect du principe de responsabilité commune mais partagée. Donc, cela est essentiel pour garantir le succès de la Convention et de l'accord. Il est clair que pour pouvoir protéger l'environnement et s'attaquer au changement climatique, il ne doit pas y avoir de prétexte politique pour empêcher l'appui financier, le transfert de technologies dans les pays développés, en développement, de la part d'agences financières internationales et de banques multilatérales de développement. Autre point, l'Iran donc voudrait revenir sur qui a utilisé cette occasion pour faire une déclaration politique hier. Donc, nous sommes favorables à la paix au Yémen. Nous devons résoudre donc le problème. Donc, il est possible d'expulser des populations autochtones de son pays. Alors, au nom du Parlement, je réaffirme que l'Iran est prêt à partager son expérience dans
toute enceinte bilatérale, internationale, multilatérale, conformément aux objectifs de lutte contre le changement climatique. Nous nous félicitons de la coopération entre les parlementaires, notamment avec nos voisins. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Je donne la parole à Carlos Eyi Obama, membre du Sénat de la Guinée équatoriale. Merci, Monsieur le Président. Le changement climatique est un problème réel, un mal qui touche le monde entier et dont personne n'est exempt. Il touche tous les pays et c'est ainsi que les pays qui ont signé l'accord de Paris essayent donc de réaliser ces objectifs ainsi que ceux de la Convention. L'idée est de renforcer cette action et la représentation parlementaire de la République de Guinée équatoriale assiste à cette réunion et a l'honneur d'informer les membres ici présents de toute une série de mesures qui ont été prises par notre gouvernement en matière climatique. Sur la base de ce que je viens de dire, il faut souligner que le pays s'est engagé à réduire de 20% ses émissions d'ici à 2030 pour réaliser une réduction de 50% en 2050 en ce qui concerne les niveaux d'émissions et par rapport au niveau d'émissions de 2010. En ce qui concerne l'atténuation, entre les années 2018-2020, le pays a réalisé une étude des causes de la déforestation et de la dégradation des forêts. Nous avons également élaboré une stratégie nationale de réduction des émissions ainsi qu'un plan de lutte contre la dégradation des forêts dans le cadre de REDD+. En ce qui concerne la mobilisation de ressources financières, nous sommes en train de négocier avec une initiative de financement du reboisement, et ce avec l'aide du PNUD et du FEM. Il est important de dire que l'accès au financement international représente encore un énorme obstacle pour notre sous-région en général et pour notre pays en particulier. Les procédures sont très complexes et c'est pour cela que nous demandons d'alléger les procédures pour en améliorer l'accès aux pays vulnérables. Merci. Grazie. Merci. Je donne la parole à Dionysia Theodora Avgerinopoulou, présidente de la Commission environnement du Parlement grec. Pardonnez ma prononciation, dit le président. Merci, Monsieur le Président. Excellences, chers amis, chers collègues, je suis très honorée de m'adresser à vous aujourd'hui. L'UIP est l'acteur parlementaire le plus précieux que nous ayons et nous sommes unis sous l'emblème de l'UIP et travailler de concert avec les agences spécialisées en matière de climat. Merci à l'Italie de nous accueillir. Nous autres parlementaires avons un rôle clé à jouer. Nous sommes mandatés par nos peuples pour lutter contre la crise climatique en adaptant nos législations de façon plus ambitieuse. En Grèce, nous sommes favorables à la mise en application de l'accord de Paris et de la Convention cadre des Nations Unies en améliorant notre palette d'énergie pour la rendre plus durable. Nous faisons partie donc des initiatives de transition verte. Nous appelons une action renforcée contre le réchauffement de manière à ce que celui-ci n'augmente pas de plus de 1,5 degré. Nous appelons à une finance internationale pour la création d'emplois verts et l'amélioration de l'environnement.
et pour renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes naturelles, y compris les feux de forêt. Et nous prônons également l'innovation, la technologie pour absorber les gaz à effet de serre en excédent, protéger la biodiversité, arriver à une économie carbone zéro et pour l'accélération de l'adaptation et de l'atténuation dans un esprit de solidarité en harmonie avec la nature. Merci. Merci beaucoup. Christian Laure, membre du Conseil national de la Suisse, a demandé à intervenir. C'est à vous. Il n'est pas là. Je donne la parole à Yuan Si, vice-président de la Commission de la protection de l'environnement, de la conservation des ressources, membre du comité permanent de l'Assemblée nationale du peuple de la Chine. C'est un vidéo-message qui nous est transmis. Mesdames, Messieurs, chers amis, salutations de Beijing en Chine et bonne journée à tous. Le changement climatique est un défi grave auquel est confrontée l'humanité. La communauté internationale devrait travailler main dans la main avec plus d'ambition et une action plus forte que jamais pour répondre aux défis climatiques et réaliser l'harmonie entre l'homme et la nature. Tous les pays devraient agir conformément aux principes de responsabilité commune mais différenciée, montrer activement leurs responsabilités, s'engager également à un développement vert et durable et travailler ensemble pour arriver au plus grand dénominateur commun possible en ce qui concerne la gouvernance climatique mondiale. Le président Xi Jinping de la Chine a souligné en bien des occasions que nous travaillons dur dans notre pays pour lutter contre le changement climatique, pas parce que les autres veulent que nous le fassions, mais plutôt parce que nous sommes convaincus de la nécessité de le faire. La Chine a toujours été extrêmement active dans l'acquittement de ses responsabilités internationales, en tenant compte de nos conditions nationales, et nous avons sans cesse élevé la barre en ce qui concerne ces responsabilités nationales, en intensifiant nos actions contre le changement climatique. En septembre de l'année dernière, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine s'était donné pour but de réduire radicalement les émissions de carbone et d'arriver à la neutralité carbone avant 2060, ce qui demandera un travail exceptionnel et considérable. Très récemment, lors du débat général à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre, le président Xi a déclaré que la Chine va accélérer son appui aux pays en développement pour mettre au point des énergies à faible utilisation, à faible empreinte carbone, des énergies vertes et également rendre plus efficientes les énergies existantes. Et sur le changement climatique, notre congrès a mis au point plus de 30 lois liées à la protection de l'environnement, à la conservation des ressources. Et cette législation inclut également une loi sur le changement climatique. En août 2019, la commission permanente parlementaire sur l'environnement a formulé une résolution pour lutter contre le changement climatique, pour accélérer les efforts de la Chine conformément à cette loi nouvellement passée. Et la supervision, l'inspection ont été accrues pour surveiller de près la mise en application des lois adoptées. La conférence de la COP26 aura bientôt lieu. La Chine continuera de jouer un rôle très actif et constructif au sein de cette conférence et dans tout le travail qui sera mené de front par toutes les parties à la Convention dans un effort conjoint pour promouvoir la mise en application efficace de l'accord de Paris. Je vous remercie de votre attention. Grazie. Merci. Je donne la parole à Brian Ledeen, membre de la Chambre des représentants irlandais.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les chers collègues. Au Parlement irlandais, avec mon collègue ici, je suis en solidarité avec vous. Nous apprenons beaucoup de vos succès et nous sommes en train de mettre en commun les difficultés que nous avons. Et ceci est extrêmement utile. Nous venons de passer une loi de décarbonisation. Notre loi climatique nous exige la réduction de nos émissions de plus de 50% en 10 ans. Notre action est ambitieuse, elle sera difficile et contraignante, mais tout ce que vous nous dites nous inspire beaucoup puisque nos histoires commencent par notre peuple. Donc ce sont des campagnes à la base qu'il faut faire auprès des citoyens, des assemblées citoyennes. Un réseau a été formé en Irlande pour ce faire. Des hommes, des femmes parlent avec des experts et ont mis au point une liste de recommandations. Notre Parlement a une commission qui a approuvé ces recommandations et qui travaille en collaboration pour leur application. Et tout cela a été transposé dans la loi climatique de notre Parlement. Et cela va continuer. L'action climatique, en effet, peut-être parfois lente et frustrante, mais nos citoyens veulent que nous agissions sur ce front-là. Il faut sauver la planète et chaque être humain qui a vécu est un petit point dans l'arène cosmique, comme le dit notre président. Et nous devons donc chérir ce petit point qui est notre maison. Donc nous formons des vœux de succès dans le travail de l'Union interparlementaire pour justement préserver notre maison. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Gennaro Migliore, président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi, dans la Chambre à laquelle j'appartiens, d'intervenir au nom de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Je remercie les deux présidents de la Chambre et du Sénat d'avoir voulu très fortement, sous l'égide de l'Union interparlementaire, cette manifestation importante. Les 34 pays que nous représentons, plus d'un demi-milliard de personnes, sont engagés depuis longtemps au sein de notre organisation pour mettre en œuvre les dispositifs parlementaires qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, représenter aussi la réalisation de tout ce que nous disons ici. Nous avons tous entendu le message dramatique de M. Guterres aux Nations Unies et nous savons bien que nous sommes en pleine zone rouge. Mais nos vies peuvent changer. Je tiens à souligner qu'il y a un impact social très fort, en plus de l'impact climatique au sens strict. Les migrations sont un élément fondamental de notre réflexion. Et c'est pour ça que nous devons avoir la capacité de regarder au-delà et d'être conscients du fait qu'il y a un impact social, environnemental et également un risque pour la sécurité de nos pays. C'est pour cela que s'il n'y a pas de mesures adéquates, nous pourrions avoir jusqu'à 200 millions de personnes qui seraient contraintes d'émigrer et de laisser leur foyer. Donc il n'y a plus le temps, il n'y a plus de temps, et c'est pourquoi je repense à 700 ans de la disparition de Dante, ces paroles, il fait dire à Ulysse qui traverse les colonnes d'Hercule, il ne faut pas que nous vivions comme des brutes, mais dans la connaissance. Et nous devons donc vaincre ces défis et we stand together, we win together. Chiesto di intervenire Mohamed. Je donne la parole à Mohamed Nazri bin Abdulaziz, élément membre de la Chambre des représentants de la Malaisie. Monsieur le Président, chers collègues, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous faire part de la contribution de notre Parlement à cette COP 26.
Notre gouvernement a pour stratégie de réduire radicalement les émissions et de réaliser un programme de décarbonisation. Et le Parlement joue un rôle important de droit de regard sur l'exécutif et pour la mise en œuvre des lois et des législations. Le Parlement de la Malaisie accorde la priorité à l'examen de la situation nationale au regard des objectifs visés par le programme de développement durable à l'horizon 2030 et de manière à ce qu'il y ait parfaite transparence et obligations réditionnelles. En ce qui concerne le rôle du Parlement, celui-ci a voté des lois ainsi que des stratégies et le plan national de développement. La Malaisie a soumis une contribution déterminée au plan national au cadre des Nations Unies pour la Convention contre le changement climatique et nous avons pu intégrer diverses perspectives dans le cadre juridique qui a été élaboré pour réaliser les ODD et pour lutter contre le changement climatique. Il y a une campagne d'information auprès de la population dans ce domaine-là. Donc, sensibilisation également parmi les parlementaires pour assurer la durabilité environnementale. Merci. Je donne maintenant la parole à Leonid Slutsky, membre de la Douma de la Fédération russe. C'est un message vidéo. Bonjour chers collègues, bonjour de Moscou, de Douma d'État. Malheureusement, c'est pas possible pour moi de venir à Rome parce que on a les élections qui viennent passer à Douma d'État de 8e législature et on a première séance plénière mardi prochain, le 12 octobre. Je suis heureuse de saluer les participants à la réunion parlementaire en vue de préparer la convocation de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. À l'ordre du jour se trouve le sujet d'importance majeure, touche au problème du climat et lieux entre autres efforts pour surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19. Le problème en question est d'actualité bruyant partout dans les pays développés, mais aussi dans la plupart des organisations multilatérales et régionales. On se montre de plus en plus attentif à la protection de l'environnement et à la transformation du vert. Les tendances suspensionnelles n'ont fait s'accentuer dans la période suivant la pandémie. La Russie, pour sa part, attache toujours une grande importance au problème des changements climatiques. La preuve en sa participation active à la discussion appropriée dans tous les enceintes internationales et interparlementaires, avant toute chose dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Convention parisienne. Cela dit, nous partons de l'idée que l'accord de Paris continue de fournir une base solide sur le plan des droits internationaux en vue de parvenir à un règlement climatique durable. La réunion parlementaire se tient à la veille de la convocation de la conférence sur le changement climatique à Glasgow.
La Russie a certainement les choses à proposer en ce qui concerne l'ordre du jour climatique. Les dirigeants de notre pays ont mis le cap sur la promotion de l'économie à faible émission de carbone, notamment par le bleu de mise en place des mécanismes pour réguler les émissions de CO2, investir et financer la transition dite verte. Nous voyons de bonnes perspectives pour relancer les contacts à ce sujet avec nos partenaires de l'Union économique euro-asiatique, du G20, bien sûr, et des BRICS, et nous sommes prêts à renforcer la concertation dans ces domaines au niveau interparlementaire. Chers collègues, la coopération sur les sujets climatiques doit être prévisible et transparente. Il est capital que des problèmes de changement climatique et de la protection de l'environnement réunissent la communauté mondiale au lieu de la diviser. Il est également important d'éviter dans ces domaines les mesures unilatérales allant à l'encontre des intérêts d'autres acteurs de la communauté mondiale. À cet égard, le rôle des parlementaires est d'importance inestimable. Chers collègues, je saisis cette occasion pour vous présenter à vous tous mes meilleurs vœux et à très très bientôt. Merci beaucoup. Grazie. Merci. Je donne la parole à Jacques Wagner, membre du Sénat fédéral du Brésil. Merci, Monsieur le Président. Nacional que países em desenvolvimento foram brutalmente atingidos. Donc, la perception était internationale et que les pays en développement étaient touchés par la Covid-19. Alors, il y a une grande différence entre les capacités de réaction des pays les plus développés vis-à-vis de ceux qui sont moins développés. Donc, la reprise est plus aisée pour ces premiers. Le Sénat du Brésil, aujourd'hui, donc, se retrouve avec une majorité d'opposition au gouvernement fédéral. L'année 2020 était très difficile pour la population brésilienne. 600 000 Brésiliens ont perdu la vie dans cette lutte contre la pandémie à cause des mesures insuffisantes adoptées par le gouvernement. L'impact des activités humaines sur la planète entraînera davantage de pandémies et davantage de décès. C'est pourquoi nous sommes ici réunis dans le cadre de la conférence climatique. Nous devons miser sur le volet financier. En tant que pays du monde en développement, nous ne pouvons pas adopter de mesures qui vont à l'encontre du développement du pays, mais nous devons protéger les pays du changement climatique dans le sud du monde. C'est pourquoi nous avons donc déployé tous nos efforts pour reconstruire le pays grâce à ces mesures. Tout d'abord, nous avons créé une génération écologique avec la participation très large de la société civile. Deuxième initiative, qui ne se limite pas au Brésil au cours de la COP26, nous allons lancer avec d'autres pays d'Amérique latine un observatoire de législateurs dans le domaine de la transition juste. Nous allons ouvrir un dialogue et partager les meilleures pratiques et ainsi construire tous ensemble les meilleures mesures et modèles pour pouvoir mettre en œuvre la reprise. Merci. Grazie. Merci.
Maintenant, je donne la parole à Abdelrahim Al-Maya, membre de la Chambre des représentants de Jordanie. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف الأردن بتلبية دعوتكم لحضور هذا Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence, cet événement parlementaire. C'est un honneur qui porte sur la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. La Jordanie se félicite de la collaboration internationale. Merci aux organisateurs de cette conférence, notamment au Parlement italien et à l'UIP. Merci de votre appui et d'avoir invité nos parlementaires. Merci également à toutes les délégations présentes pour le bien de notre planète, des générations futures. Cette planète est un don de Dieu. Nous devons le protéger. Protéger ce don. Le Coran dit la chose suivante. Tout a été créé pour un dessein précis. Le Parlement de la Jordanie a légiféré en ayant à cœur la protection de l'environnement. Cependant, il y a des changements climatiques. Premier changement, on a la couche d'ozone, ensuite on a la pollution due à l'homme, les guerres, les déchets. Troisième point, la distribution inégale des richesses dans le monde. Nous savons très bien, mesdames et messieurs, que notre époque a connu de très nombreuses guerres, des affrontements qui sont encore en cours, et cela a empiré le changement climatique et la pollution. La communauté internationale doit mettre un terme à ces guerres, ce qui facilitera le travail des pays pour fournir les services. La Jordanie réalise son devoir national. Ce changement climatique, suite à la guerre, et le fruit de la guerre, c'est ce qui a réduit l'accès à l'eau en Jordanie. La Jordanie plante 1 million d'arbres par an, malgré la pénurie de ressources hydriques. Je vous remercie de cette invitation et je rappelle encore une fois que nous souhaitons être aux côtés de la communauté internationale pour lutter contre les effets négatifs de le changement climatique. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, je donne la parole à Mircea Feșet, membre de la Chambre des députés de Roumanie. Monsieur le Président, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier nos hôtes italiens d'avoir organisé cet événement en cette époque difficile, celle de la pandémie de Covid-19. En tant que législateur, nous apportons aujourd'hui notre contribution à la réflexion sur la marche à suivre dans la mise en œuvre d'engagements ambitieux pour une reprise verte, inclusive et durable. Nous prouvons encore une fois que la coopération multilatérale entre les parlementaires est essentielle. Nous pensons que les parlements, en fonction de leurs différents rôles, contrôle législatif, budgétaire, peuvent jouer un rôle à l'appui de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Chers collègues, à Glasgow, nous serons tous sous les yeux du monde, et notamment sous ceux des jeunes qui nous demandent justement de protéger leur avenir. C'est pourquoi, notamment à la lumière du dernier rapport du GIEC, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons nous assurer d'avancer ensemble vers une transition mondiale vers des émissions zéro. L'Union européenne est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, mais la Roumanie a déjà atteint cet objectif en 2017 et réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 60%.
Nous allons poursuivre nos efforts de réduction d'émissions. Enfin, je tiens à souligner que grâce aux outils diplomatiques parlementaires, on peut jouer un rôle clé à l'échelon national et international pour sensibiliser quant aux défis et aux besoins qu'il y a d'une action urgente pour s'attaquer à la crise climatique. Merci. Merci. Je donne maintenant la parole à la Lituanie, représentant venant de Lituanie. À vous. Aiste Gedvilienie. Le changement climatique et l'environnemental a un impact qui ne respecte pas les frontières nationales. L'environnement et le changement climatique et les cibles climatiques ne peuvent être atteintes que grâce à l'action mondiale conjointe. La Lituanie a toujours appuyé, continué à appuyer les objectifs internationaux et de l'Union européenne dans la lutte contre le changement climatique. La Lituanie peut constituer un exemple de la façon dont un petit pays peut réduire son impact sur le changement climatique de près de 60% sur une période de temps relativement courte, tout en développant une économie plus intelligente et à plus forte valeur ajoutée. La Lituanie a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 58% par rapport à l'année 90. La plus grande transformation a eu lieu dans le secteur de l'énergie. Nous avons en effet abandonné les formes dangereuses et polluantes de production d'électricité. Dans le secteur du chauffage, nous avons remplacé les ressources fossiles importées de 70% qui ont été remplacées par des biocarburants, ce qui permet de réduire l'impact sur le changement climatique, mais également notre dépendance vis-à-vis de la fluctuation des prix sur les prix de produits bruts importés. Nous dépensions 2,5 milliards d'euros par an dans les importations de carburant. Nous sommes passés aux énergies renouvelables qui reposent sur les ressources locales pour réduire l'utilisation de carburants fossiles. D'ici 2030, nous souhaitons générer 45% de notre énergie grâce à des sources d'énergie renouvelables. Les politiques de changement climatique constituent une politique d'indépendance énergétique pour nous. Beaucoup d'entre vous ont dit le rôle essentiel joué par les parlements dans la lutte contre le changement climatique. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Agissons. Merci. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Ibrahim Mohamed Boucar, membre de la Chambre des représentants du Nigeria. À vous, monsieur. Bonsoir, Monsieur le Président. Contribution parlementaire à la réalisation des objectifs de COP26. Au Niger, les parlements jouent un rôle fondamental en matière de législation, de contrôle de budget et de représentation et sont essentiels pour garantir la mise en œuvre des objectifs relatifs au changement climatique prévus par l'accord de Paris sous les auspices de la CCNUCC, ainsi que les composantes des objectifs de développement durable liés aux objectifs climatiques, au changement climatique. L'objectif visé à travers la COP26 est de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. C'est dans cette dégradation de ce changement climatique que le Covid-19 est intervenu en détruisant les économies, le tissu social, la bonne gouvernance et une réduction drastique de la liberté du citoyen. L'objectif actuel est un monde après Covid économiquement relancé et où il fait bon vivre dans toute la planète. Comment les pays peuvent-ils surmonter la crise du coronavirus tout en répondant aux défis du changement climatique et de la perte de la biodiversité? La réponse à cette question consiste à mettre en place un ensemble d'activités
à bénéfice rapide pour l'emploi et la croissance économique. Agir à plus long terme sur la décarbonisation de l'économie. Introduire des systèmes intelligents pour l'agriculture et la gestion efficace de l'eau et de l'air. Consommer moins d'énergie et de l'énergie propre. Compenser nos émissions de carbone. Tout cela devant concourir à détruire l'émission des gaz à effet de serre suite aux activités de l'homme qui provoquent une hausse de la température des surfaces. Merci. Grazie. Merci. Je donne maintenant la parole à M. Abdelkarim Faisal Defala Degmi, membre du Parlement arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, que la paix d'Allah soit avec vous. Je me félicite tout d'abord au nom du Parlement arabe de présenter nos remerciements. Nous tenons à remercier tous les organisateurs et les féliciter. Cette rencontre, merci de cette rencontre, merci de vos efforts, de cette réunion particulièrement réussie. La question qui nous intéresse est essentielle. Quel rôle peuvent jouer les parlements pour limiter l'impact négatif des changements climatiques, malgré le fait que la plupart des débats au cours des derniers temps aient mis l'accent sur la façon dont on peut fournir les financements nécessaires pour pouvoir limiter l'impact du changement climatique. Il s'agit d'une question essentielle parce que sans financement, eh bien, il n'y aura pas de changement. Mais une autre question est également très importante, c'est-à-dire le rôle que peuvent jouer les parlements avec les instruments qu'ils ont à disposition pour pouvoir mettre en œuvre des politiques nationales en mesure de pouvoir réduire l'impact du réchauffement climatique et d'appuyer les efforts de la communauté internationale. Il s'agit d'une question qui préoccupe tout le monde à cause des dégâts que l'on a constatés. On a vu ce qui s'est passé dans le sultanat d'Oman. Ce rôle se voit également grâce à de nouvelles lois, des amendements de loi, afin de construire une nouvelle base juridique qui ne s'arrête pas seulement à limiter les émissions, mais qui cherche à gérer les changements climatiques à tous les niveaux. Dans toutes les politiques nationales, il faut mobiliser la politique nationale vis-à-vis du changement climatique. Le Parlement arabe, dans le cadre de sa stratégie, accorde une grande attention au changement climatique et invite à adopter une nouvelle approche institutionnelle. Je conclus en vous remerciant à nouveau. Merci aux organisateurs. Que la paix de Dieu et sa bénédiction soient avec vous. Je donne maintenant la parole à Monsieur Youssouf Makeri, membre du Parlement national du Sierra Leone. Andiamo avanti. Nous continuons. Karine Nignos, secrétaire du Parlement interaméricain. Bon après-midi, honorable président. C'est un honneur pour moi de représenter ici le Parlement d'Amérique latine.
La participation des parlementaires à l'action climatique mondiale est indispensable. Travailler ensemble pour réaliser les objectifs de l'action climatique, cela implique le renforcement de la collaboration avec toutes les parties intéressées, le secteur privé, la société civile. La participation des acteurs parlementaires est extrêmement importante si l'on veut donner un élan aux engagements mondiaux, et ce, au plan national. Les actions législatives, budgétaires et de contrôle des parlements a une utilité très claire en ce qui concerne le climat. Nous avons nos propres congrès nationaux et notre Parlement interaméricain est un espace et une plateforme primordiale d'échange entre les différentes institutions parlementaires. Il faut reconnaître que la suggestion du Brésil, à savoir la création d'un observatoire pour suivre l'action climatique au niveau mondial, est extrêmement importante. Il faudrait y donner suite. L'Amérique latine est une des régions qui contiennent le plus de biodiversité au monde. Nous avons certainement compris l'importance de la protection de l'environnement dans nos pays. Il faut trouver des solutions au niveau mondial pour la croissance économique et sociale, mais cela en harmonie avec la nature. Il faut également développer des solutions de rechange, comme les énergies propres. Par exemple, le Costa Rica, pour la 6e année consécutive, a produit toute son énergie électrique à partir de sources renouvelables. Alors maintenant, il n'y a plus de place pour le doute, il faut passer à l'action et nous appelons tous nos collègues, tous nos homologues à lutter contre le changement climatique, comme nous l'avons tous fait en nous mobilisant contre la pandémie. Alors agissons aujourd'hui pour avoir une influence réelle, car demain, il sera trop tard. Merci. Je vous remercie. Putusundama Rudana, vice-présidente de la Commission pour la coopération interparlementaire de la Chambre des représentants de l'Indonésie. Merci, Monsieur le Président. À l'heure actuelle, nous sommes confrontés à un point de non-retour. Nous ne pouvons plus retarder l'action. Nous devons accélérer nos réponses au changement climatique, conformément à l'accord de Paris. Et dans ce moment critique, notre responsabilité en tant que parlementaire est d'examiner et d'observer les politiques gouvernementales sur les questions liées au climat. J'aimerais un peu élaborer le rôle que peuvent jouer les parlements. Par exemple, premièrement, promouvoir l'action climatique dans le contexte du développement durable, comme cela est dit dans l'accord de Paris. Le changement climatique est étroitement lié à de nombreuses autres questions pour réaliser les ODD. Et donc, la législation climatique doit faire partie d'une stratégie plus vaste pour promouvoir un développement durable et inclusif. Deuxièmement, nous pouvons diriger par l'exemple en contribuant à l'action climatique et en renforçant un environnement porteur à travers les législations climatiques. 3. Renforcer les partenariats mondiaux en unissant nos efforts pour amplifier nos messages et envoyer un signal très fort aux décideurs de façon à ce qu'ils agissent. Et cela devra être fait y compris à la COP28. Autre point, l'échange d'informations, le partage des bonnes pratiques. En même temps qu'il faut écouter la voix de nos citoyens et renforcer les partenariats multipartites avec les acteurs non étatiques, parce que ce sont eux qui mettent en œuvre l'action sur le terrain. Donc, promouvoir les initiatives du bas vers le haut, qui partent de la base et qui incluent différentes parties prenantes. Ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence, apporter des changements positifs pour la planète. Merci et je suis heureux à l'idée de vous retrouver à Bali, en Indonésie, pour la prochaine assemblée de mars 2021 de l'UIP. Merci. Merci. Je voudrais savoir si les intervenants, les membres du panel souhaitent répondre brièvement.
Merci, Monsieur le Président. Je crois que tout a été dit après l'intervention des représentants des différents parlements. Je crois que nous savons parfaitement ce que nous devons faire. Nous sommes conscients de l'ampleur du problème et nous sommes conscients aussi du fait que notre rôle au sein de nos parlements nationaux est fondamental. Et cela pour que les accords pris au sein de la COP26 puissent être transposés dans nos pays. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mes collègues. Je crois qu'il n'y a pas une minute à perdre. C'est le moment de passer à l'action de façon déterminée, résolue. Nous avons 10 ans pour gagner notre lutte contre le changement climatique et il faut commencer dès maintenant. Merci beaucoup. Je vous remercie de vos interventions intéressantes. Je mets donc un terme à la 4e session de notre réunion.